Salut, c'est Franck Taluto. Pour la première fois, ce n'est pas un, mais deux invités que je vous propose d'écouter. Entre deux concerts au Zénith de Saint-Étienne, Raphaël et Théo, les deux frères du groupe Terre Noire, ont effectivement accepté de parler de leur passion pour le foot et l'AS Saint-Étienne, de leur attachement à la ville où ils ont grandi, de leur parcours et de leurs projets. De ce vers numéro 30, ça commence maintenant. Salut Raphaël, salut Théo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se voit 3 jours après votre concert au Zénith qu'on voit depuis la fenêtre de la galerie. Vrai. Et vous rejouerez à nouveau sur cette scène ce soir. Alors même si vous habitez maintenant Paris la majeure partie du temps, Saint-Étienne ça reste chez vous. Jouer à la maison, ça a quelque chose de particulier, de spécial pour vous ? Oui, vraiment. À chaque fois qu'on joue ici, il se passe quelque chose qui se passe pas ailleurs en fait, dans aucune autre ville. Parce que les gens... je pense reconnaissent les gamins du pays. Nous, on s'appelle Terre Noire et le plus possible, on essaie de parler de notre ville, de notre coin et on essaie de le faire positivement, d'en parler pour donner envie en fait, et puis pour d'une certaine manière faire plaisir aux gens d'ici. Je pense que la ville a une mauvaise image et pour de très mauvaises raisons, parce que en tout cas, elle a une mauvaise réputation qui ne devrait pas avoir lieu d'être, tout simplement. On va en parler. Théo, les concerts ont été ralentis, freinés, voire arrêtés par le Covid. Maintenant que les choses repartent, est-ce que vous avez repris les mêmes habitudes qu'avant ou il y a un petit truc en plus, une petite énergie en plus de savourer ces soirées-là ? Alors pour nous, oui, tout à fait. Se retrouver à refaire son travail 2 ans plus tard, c'est sûr que ça a une saveur particulière, heureuse. Surtout le public, que l'on sent... beaucoup de gens reprennent à peine les concerts là, cette année 2022, alors qu'on a pu en refaire... à partir déjà de août en fait 2021, mais il y a des gens qui n'ont pas fait de concert depuis 2 ans et demi large, et on ressent que les gens ils ont besoin de communier, et on ressent que c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 2 ans. On pouvait aller au concert de manière tout à fait candide. Là, y aller, c'est ancrer dans sa semaine quelque chose d'important. On le sent dans les gens. Donc du coup, je trouve que les concerts sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus beaux qu'avant en fait, dans un sens. On comprend ce qu'on peut perdre très facilement maintenant. Et du coup, quand on vit les concerts, on les vit plus fort, plus intensément. Je parlais du concert de mardi qui était fait dans le cadre des 10 ans de ASSE Cœur Vert. Vous étiez avec Imouvrini ce soir-là. Parler des Verts, ça me fait la transition. C'est ce pourquoi je vous ai invité, parce que vous êtes amateur de foot et supporter du club. Tout à fait. Quelle place justement occupe ce sport et ce club dans votre vie ? Raphaël ? Le football, on a joué en club. Voilà, tout simplement. Tous les deux, on a joué au Suc Terre Noire gamin, donc qui était le club à 400 mètres de la maison. Bleu et orange à l'époque étaient les t-shirts. Notre entraîneur c'était René Nem, René Nem, qu'on a croisé par hasard la dernière fois, qui a pas changé. Je sais pas s'il entraîne encore, mais peut-être. En tout cas, il est toujours proche du Suc. Oh, il est toujours au Suc. Donc beaucoup joué au foot. En Espagne, on partait en vacances en Espagne, on passait nos étés à jouer au football. On a passé notre enfance à jouer au foot. Après, j'ai joué à FC Saint-Étienne un petit peu. À côté, ici à l'Étivalière. On n'est pas très loin du Zénith, pas très loin de l'Étivalière. Et j'étais très ami je suis toujours très ami. Mon meilleur pote est le neveu de Jeannot DS, qui a été l'entraîneur des gardiens pendant très très longtemps de l'ASS. Le mentor de Jérémy Janot. Le mentor de Jérémy Janot. Il a été mentor de Coupet aussi, en tout cas. Donc c'est un historique de l'ASS. Et donc gamin, j'allais au stade régulièrement avec cette famille, quoi. Donc pour moi, c'est un club. J'y suis attaché parce qu'on est de la ville et aussi parce que j'allais beaucoup au stade gamin. À Saint-Étienne, qu'on soit un homme, une femme, un jeune, une personne âgée, on est quasiment obligé entre guillemets d'avoir un lien avec la Saint-Étienne, de savoir où en sont les Verts. Vous qui êtes supporter, ça a commencé comment justement, en famille, à l'école ? Comment est venu cet ancrage ? C'était vraiment pour moi cette famille nous, nos parents sont pas fans de foot, pas spécialement. Ils sont pas contre le foot. Notre père aimait bien le football, mais c'était pas un supporter. Notre père était pas supporter de foot. Notre mère non plus. Et
Et après, on est, enfin, supporters, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont des supporters, c'est-à-dire qui vont au match tout le temps. Nous, on a des cousins qui sont vraiment des supporters, qui vont régulièrement au match. Nous, on aime le club, on aime le foot, globalement le sport. Et il y a un attachement, c'est ce que tu essayais de dire tout à l'heure, il y a un attachement qui est un endroit difficile à exprimer à Saint-Étienne. Ça dépasse presque le sport. Le club, c'est une forme de, je sais pas comment on peut dire, d'héritage culturel, qui est une fierté de la ville, une fierté des valeurs presque ouvrières, un sens du collectif, une idée d'unité, qui fait que quand on est supporter de la SS, on appartient à un état d'esprit, je pense, d'une certaine manière. Et voilà, en tout cas, c'est intéressant de se poser la question, mais c'est un peu ce que je ressens. Vous êtes parti de Saint-Étienne relativement jeune. Vous avez eu le temps quand même d'aller au stade ? Oui, on est parti à 19-20 ans, donc on a eu le temps d'aller au stade. Je me souviens faire des derbies de Coupe de la Ligue il y a longtemps, où il y avait tellement de bruit que je chopais des migraines. Ouais, je me souviens d'un Saint-Étienne-Nantes qui s'est fini en 4-2, je crois. Un super beau match où ils avaient complètement inversé la tendance. Ils se prenaient 2-0, ils avaient fini 4-2. C'était formidable ce match. C'est il y a, je sais pas, 7-8 ans. Quand il y avait les cousins canadiens qui étaient venus, je me souviens. Et oui, ouais, on a eu la chance aussi d'être invité par l'ASS là pour venir donner le coup d'envoi il y a, je sais pas quand c'était, je pense que c'était le 21 décembre. C'était pendant les vacances de Noël. Avant la trêve, peut-être. Un petit 1-0. C'était des fêtes ce jour-là, on n'a pas porté chance au club. À la 72e minute, là, c'est un peu triste, mais bon. La vie, c'est la saison. Vous avez un peu d'écart, du coup. Est-ce que vous avez grandi avec des générations différentes de joueurs ? Ouais, bien sûr. Raphaël, c'était plutôt, du coup, comme il disait, Lucien Métomo, Lionel Potillon, Fabien Boudaren. Ouais, au moment où j'allais beaucoup au match, ouais, c'était ça. C'était Papsar, Métomo. Moi, j'étais au stade, j'arrive pas à me souvenir, c'était il y a très longtemps contre qui c'était, mais je pense que tu t'en souviendras pour moi. C'était pour la remontée de la Division 2 à l'époque, en D1. Ça doit être en 2004. Et il y a eu je pense que, je rêve pas, le stade a été envahi. Oui, bien sûr. Il y a eu un envahissement du stade. Moi, j'étais au stade ce jour-là et c'est vrai que c'était un souvenir extraordinaire de Geoffroy Guichard. On liait son émotion pure. Et puis après, ouais, moi, Alex Aloisio aussi, c'était quand même, c'était un moment assez dingo. Enfin, pour moi, c'était un moment où l'équipe, elle avait un panache pas possible, quoi. Alors, en tant qu'amateur de foot et supporter, c'est ce qu'on attend de son équipe, d'avoir des joueurs, voilà, qui attaquent comme ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était une équipe qui attaquait très offensive, sans calculer. En fait, c'est marrant, il y a eu beaucoup d'attaquants avec beaucoup de panache. Enfin, il y a eu Obama, il y a Aubameyang, il y a eu Fainduno, Alex Aloisio, il y a eu Bergesio. Gonzalo Bergesio. Enfin, il y a quand même pas mal de joueurs. Après, toutes les équipes ont eu ça à un moment donné. Et c'est vrai qu'il y avait, je sais pas, c'était une équipe il y a eu beaucoup de joueurs, je trouve, assez marquants avec des personnalités assez fortes, quoi. Il y a eu Spider-Man, quoi. Ces 15 dernières années, Jérémy Janot, bien sûr. Obama, Spider-Man, il y avait beaucoup d'amoureux de Spider-Man, en tout cas, dans les rangs de la SS. C'est vrai. Non, il y avait quand même des milieux de terrain formidables, quoi. Quand on a eu Matuidi, quand il y avait Payet. Oh là là. Moi, j'ai plutôt grandi avec. C'est ce que j'ai demandé. Moine, tu es plutôt génération coupe de la Ligue, ouais. Guy Lavogui. Ouais, un petit peu avant, mais oui, aussi, du coup, toute le 2013, toute la formidable épopée, jusqu'à cette belle tête de Brandao. 1-0. Je dirais quoi ? C'est deuxième mi-temps le but ? Non, 38e ? Ça doit être un peu avant la mi-temps, ouais. Ouais, 38e, je crois. Et le fétiche, quoi, Brandao, qui ne perd aucune finale de Coupe de la Ligue qu'il joue. C'est ça. Il n'a jamais rien perdu. Trop drôle. Sauf avec Bastia après. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il était au Stade de France ce jour-là. Vous vous souvenez, vous avez vu cette finale ? Bien sûr, Jean Jaurès, place Marengo pour les intimes, avec les dizaines de milliers de personnes qui nous entouraient, et c'était quand même vraiment une sacrée soirée. Je pense que c'est une des meilleures soirées de Saint-Étienne que j'ai eu la chance de vivre. Le moment de liesse collective là à la fin. Il y avait des gens qui arrachaient des arbres. Non, ça c'était en Coupe du Monde. C'était 2018, ça c'était la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est toi qui voyais les gens arracher des arbres? C'était Romain et Louise. Donc ouais, c'était formidable. C'était les Stéphanois dans l'épiphanie stéphanoise, quoi. C'est une victoire qui n'a pas eu lieu depuis 40 ans. Enfin, les gens attendent que ça. Ils étaient trop contents. Je me souviendrai toujours du lendemain où je devais me réveiller très 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 tôt.
et il y avait du verre pilé partout sur Jean Jaurès, mais vraiment partout. On marchait comme des fakirs sur la plus grande place de la ville. C'était drôle. Justement, les joueurs, quand on leur reparle de ce moment-là, il y en a beaucoup qui citent évidemment le soir même au Stade de France, mais ils ont presque plus de souvenirs du lendemain. Parce qu'il y avait vraiment énormément de monde dans les rues de la ville. Moi, j'ai vu que des images de ce moment-là. J'étais pas à Saint-Étienne moi ce jour-là, malheureusement. Mais j'imagine que ça devait être. Je l'ai pas vu moi non plus. On est parti en vacances. Je me souviens, je sais plus, au lycée en seconde avec mes parents. Mais ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'ils ont encore plus de souvenirs du retour à Saint-Étienne. Ça les a vraiment marqué de voir le sur le parvis de l'hôtel de ville qui avance centimètre par centimètre. On a parlé de deux moments forts, la remontée en Ligue 1 et la victoire en Coupe de la Ligue. Est-ce que vous avez d'autres bons ou moins bons souvenirs de foot à Saint-Étienne ? Le 100e derby avec le coup franc de Payet à la 70e minute, ça c'est vraiment extraordinaire. C'est déjà un bon moment. C'est vraiment déjà un très très bon moment. Le moment où on réussit à gagner le PSG d'Ibra et de Beckham, je pense à l'époque, on a réussi à leur mettre 2-0 ou 2-1. Je me souviens, on était au cinéma et on regardait le cumul des scores, minute par minute. C'était rigolo. Et il y a plein d'autres grands moments, mais je saurais pas dire comme ça. C'était quand même vraiment les plus marquants de ces 20 dernières années, quoi. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Vous arrivez à suivre les résultats ? Bon, c'est vrai que Internet, les téléphones facilitent les choses, mais vous arrivez à suivre les résultats, à voir certains matchs ? Ouais, bien sûr. On regarde des matchs. Parfois, à Paris, il y a un endroit qui est assez extraordinaire tenu par un Stéphanois qui s'appelle la Divette de Montmartre, que tu connais peut-être d'ailleurs. C'est difficile, il faut vraiment arriver tôt si tu veux voir un bout de télé parce que c'est vraiment bondé par les Stéphanois. Tout d'un coup, il y a tout d'un coup un accent qui se lève comme ça. Dans le 18e arrondissement, il y a un accent comme ça qui jaillit à l'intérieur d'un petit café. Mais sinon, ouais, soit on regarde à la télé, soit on triche et on se fait un petit foot stream illégal sur un coin de téléphone dans un bus de tournée. Là, ça fait quelques semaines, mois où c'est un peu moins douloureux, mais ouais, le début de saison est rude, donc on regarde et puis on a été pas mal triste et là, c'est un petit peu mieux. Mais le contre Marseille là récemment, c'était un peu. Moi, pareil, j'ai regardé sur le téléphone, on pouvait pas, on était en tournée. Et tout a bien commencé, j'ai vu que le but était planté dès le début, je me suis dit que c'est parti et je rouvre mon téléphone et je vois 4-2, c'était un peu rude. Mais bon espoir que ça se maintienne quand même. Tu parlais de la Divette de Montmartre. On parle toujours des communautés auvergnates, bretonnes de Paris. Est-ce qu'il y a une petite communauté stéphanoise ? Ouais, du moins, nous, on la connaît. Il y a toute une diaspora stéphanoise qu'on rencontre, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'on rencontre beaucoup de Stéphanois qu'on ne connaissait pas du terroir, quoi. C'est-à-dire, quand on était à Saint-Étienne, on ne connaissait pas ces gens et ce sont devenus des amis du fait que, je pense, l'état d'esprit stéphanois dénote un petit peu quand même avec l'état d'esprit parisien, quand même, faut pas déconner. Ouais, vraiment beaucoup. Et du coup, le bon sens, la bonhomie, la rigolade, et comme n'importe quelle personne qui vienne d'un coin ou d'un autre, les codes que l'on peut comprendre. Ouais, nous, je sais qu'il y a quand même, la plupart du temps, quand je sors voir des amis à Paris, il y a bien 77% de ce ratio qui est stéphanois, quoi. Il y a souvent une attirance des footballeurs pour la musique. Est-ce que la réciproque est vraie ? Est-ce que dans les tournées, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au foot, qui regardent, qui jouent éventuellement avec un ballon ? Non, franchement, dans le monde de la musique, puis le monde de la musique est vaste, mais il peut y avoir une forme, souvent du monde de la culture, une forme de snobisme à l'endroit du sport. Et d'autant plus du football. Parce que le foot représente, maintenant pour pas mal de gens, un sport qui est devenu trop capitaliste. Trop le foot argent, quoi. C'est-à-dire un peu à l'image du PSG, enfin, en tout cas, c'est-à-dire il y a une forme d'indécence de nos amis ou des gens qu'on peut rencontrer qui disent moi je peux pas soutenir un sport qui fait sa Coupe du Monde au Qatar, par exemple. La question se pose d'ailleurs à fond, hein, c'est-à-dire à quel point on perd aussi une forme de noblesse dans le sport. Mais nous, il y a quelque chose dans l'amour du jeu, de regarder un match qui, pour l'instant, n'est pas allé aussi loin que ça dans la réflexion. Mais je comprends, moi j'aimerais savoir ce que t'en penses toi d'ailleurs, parce que si tu crées ce pas de côté, c'est que t'aimes vraiment le sport, peut-être plus
peut-être plus que les paillettes ou que la partie business, foot business qui existe, quoi. Enfin. Ouais, bah c'est la partie humaine l'aspect humain, oui, qui m'a motivé, ça c'est sûr. Et voilà, enfin c'est vrai que on se pose la question. On a eu la chance de rencontrer lors de la soirée Cœur Vert Bernard Champion du club qui s'occupe de, si j'ai bien compris, parce qu'on l'a rencontré ce soir-là, mais du centre de formation de l'ASS, mais les jeunes, c'est-à-dire avant qu'ils deviennent professionnels. Et c'est vrai que là, on a reconnu des états d'esprit d'entraîneurs de sport qu'on avait pu avoir ici à Saint-Étienne gamin. Parce qu'on a fait aussi de l'athlétisme pas mal au Coquelicot, à l'Étivalière. C'était un sport qu'on a adoré. Et Théo, t'as fait un peu de rugby aussi. Et du judo, on a fait. Le judo à la Perrotière, ça dans notre quartier. Et toi, t'as fait du rugby ici au CAS rugby. Bref, mais voilà, donc il y a, je pense, à Saint-Étienne, encore quelque chose. D'ailleurs, on le voit dans la manière dont le club est déchiré en ce moment pour construire la suite de son avenir, même financièrement. Il y a quelque chose de la ville qui, dans les valeurs, qui se refuse de s'ouvrir au foot business, au foot totalement business, si je puis dire, parce qu'évidemment que l'ASS a besoin d'argent, d'avoir une économie saine et de faire du blé et d'en avoir pour faire des transferts intéressants, mais on sent que c'est difficile. Saint-Étienne aimerait garder sa dimension artisanale, de valeur, de même les salary cap, des choses comme ça. Enfin, c'est visions qui ont été posées pour ne pas aller justement trop à cet endroit-là. Et on a l'impression que sportivement, ça ne pourra pas suivre si, à un moment donné, on n'ouvre pas totalement les bras au foot moderne, c'est-à-dire décomplexé au niveau financier, fiscal, business, image, etc. Donc je pense que Saint-Étienne hérite là, dans ses difficultés aussi, d'une forme d'ambivalence de sa vision, je pense. Je reviens un petit peu à ma question sur l'attirance des artistes vers les footballeurs et la réciproque. Il y a beaucoup d'interviews croisées qui se font, des podcasts sur les parallèles entre foot et musique. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Parce que tous deux, vous fédérez des foules. Il y a beaucoup de préparation avant l'événement, peut-être un peu de pression aussi, j'imagine. Est-ce que c'est un parallèle que tu fais, toi, Théo, aussi? Ouais, tout à fait. Nous, quand on parlait des victoires de la musique, on avait l'impression de préparer à une finale olympique, du moins, ou essayer d'atteindre, parce que c'est énormément de préparation pour 3 minutes, en fait, qu'on peut pas reprendre, qu'on peut pas retrouver, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas le même, par contre, c'est que nous, on n'a pas d'entraîneur. Et ça, je pense que ça change vraiment de pas avoir un coach qui soit vraiment comme une espèce de chef d'orchestre qui va s'occuper de toute une équipe. Nous, on doit s'occuper d'être nous-mêmes nos propres entraîneurs et de nous inculquer notre propre direction. Mais sinon, oui, c'est des organigrammes qui restent quand même assez similaires les uns les autres, chacun ayant sa spécialité, que ce soit sur le terrain, sur scène ou hors de la scène, en coulisses, que ce soit dans les bureaux ou dans les directoires. Ouais, c'est le sport, quoi. C'est le sport, c'est la musique, c'est comment tu fais une performance, comment tu fais une performance qui marque les gens et comment tu crées aussi du spectacle. Donc ouais, c'est très similaire dans un sens. Ne pas avoir de coach, j'imagine qu'il y a les deux versants. Le positif, c'est que vous avez une liberté artistique. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a personne pour vous mettre un petit coup derrière le jour où vous avez moins envie. On a quand même un manager. Oui. On a un manager qui a ce rôle de maître des horloges, justement des tempos, c'est ça que tu dis. Donc c'est important, c'est un sport collectif aussi, la musique. On a peut-être 45 ou 50 personnes qui travaillent autour du projet. Donc pas tout le monde à temps plein, évidemment, mais on a un label. Et le label s'appelle Virgin. Enfin, on a un autre label qui s'appelle Black Paradiso. Donc Théo et moi sommes les boss, mais on a aussi un label en licence. Il y a une 40aine de personnes qui travaillent. Un tourneur, ils sont une dizaine. On a des éditeurs, ils sont une 50 ou une 60aine. Donc on est à l'intérieur de ces structures aussi. On a notre manager qui fait l'interface entre toutes ces boîtes-là. Et c'est vrai que nous, par contre, c'est nous qui créons la direction artistique. Donc on peut pas faire l'analogie totale avec un entraîneur, mais il y a quand même une forme de plutôt de prep physique, quoi. Ouais, plus pas un préparateur physique. De similitude. Bon, dans le football, ça devient presque un sport individuel. De plus en plus de joueurs
revoient leur match pour voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Est-ce que vous faites la même chose après vos concerts, par exemple? Oui, on essaie de se filmer au travail, donc à l'entraînement, en résidence, en répétition. On se filme sur scène. On s'enregistre, on se réécoute. C'est pareil, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment on se perfectionne. Aujourd'hui, on a des outils, on peut filmer très facilement un concert et perfectionner ce qu'on a produit, tout simplement. C'est facile parce que moi, le premier, quand je vais faire le montage de cette émission, ça va pas être très agréable de m'écouter. Vous, aujourd'hui, c'est devenu une habitude ou il y a encore ce petit inconfort? Il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais vu que ça fait partie du travail, il faut le faire. Je pense qu'il faut court-circuiter cette idée-là et faire en sorte de se dire que rien ne doit interférer dans le travail, pas même l'ego que l'on met étrange ou la réflexion de soi que l'on entend quand on s'entend parler. Ouais, qu'ils soient en bien ou en moins bien d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire, c'est accepter totalement qu'on fait un geste, si on fait un geste public, ne pas mettre trop d'ego sur soi, c'est ni se trouver formidable, ni se trouver un peu en dessous, c'est juste se dire, je fais mon taf. Et s'il y a un truc qui dépasse, qui est vraiment nul, on essaie de le corriger. S'il y a un truc qu'on trouve super, on essaye de le conserver. Mais voilà, c'est de créer aussi cette distance avec tout ce qu'on essaie de sortir à l'extérieur. C'est une chanson, un discours, une interview, une promotion. Voilà, et puis ça, pour le coup, je pense qu'on est l'image, la promotion, les réseaux. Pareil, c'est des choses qui sont nouvelles, et pour la musique et pour le sport. C'est-à-dire que c'est aussi des choses à gérer. Avant un jour de foot, je pense qu'on a croisé Jean-Michel Larquet, on a eu la chance de lui parler un petit peu il y a quelques jours au Zénith. C'est des joueurs qui ont été dans cette ville et je me disais que ils ont pas du tout vécu les mêmes carrières. Ils ont été à Saint-Étienne, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ils ont dû jouer, ils ont dû avoir une belle vie, devaient s'entraîner. Ça devait être assez comme nos grands-parents, quoi, ou nos parents d'une certaine manière, une vie assez simple, avec de l'enjeu. Mais là, je pense à un Mbappé ou ces joueurs monde qui sont des phares, des personnalités mondiales, des dirigeants presque mondiales d'une certaine manière, des influenceurs mondiaux. Je me demande bien comment ils arrivent à être aussi performants sportivement avec tout ce qu'ils ont à gérer, où la moindre parole est scrutée, où la moindre décision est scrutée. On a vu Mbappé, il est juste un peu en ce moment, pas en guerre, mais en tout cas il est pas très copain avec les sites de paris en ligne. Pareil, ça fait de lui presque, on attend de lui des gestes politiques. Enfin, je suis très admiratif de ces joueurs qui sont en capacité, comme des dirigeants politiques, de tout gérer, quoi. Je reviens au sujet de départ. Je disais en préparant que vous avez été proche, ou vous l'êtes peut-être toujours, de Jody Viviani, qui était gardien de but à Saint-Étienne de 2005 à 2009, et qu'il vous avait aidé dans vos débuts. Ouais, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aimerait nous raconter un peu l'histoire? Alors pour le coup, c'était un projet qui s'appelait The City Sound, à Saint-Étienne, que j'avais monté avec un pote qui s'appelle Arnaud Clavero, où je faisais guitare électrique, guitare électrique, et lui il faisait des percussions. Et il y a eu un bassiste aussi à un moment donné qui s'appelle Gauthier Grange. Bref, c'était soit duo, soit trio. Et en fait, Arnaud était voisin de Jody Viviani, vers Lorette, je crois. Que Viviani, quand il est arrivé, il a trouvé un petit appart à Lorette. Après, il a déménagé en centre-ville. Mais donc, ils sont devenus amis. Et en fait, quand Jody a entendu la chanson, ça lui a plu. Et je pense qu'il avait envie de faire aussi autre chose que du foot, d'avoir autre chose à faire que juste aller s'entraîner. Donc, tout d'un coup, il a eu envie de nous filer des coups de main. Donc il nous a acheté du matos, de musique, moi il m'avait acheté un pédalier, il nous avait acheté des fringues pour la scène, il voulait nous aider à enregistrer un disque, donc voilà, c'était un super moment. Après le projet n'a pas duré longtemps, c'était vraiment, moi c'était un moment où j'étais en musicologie à Saint-Étienne, après je suis parti dans une autre ville, mais c'était un moment joyeux, c'était chouette quoi. On faisait la fête avec les joueurs de la SS. Puis c'est un très chouette type, Jody Viviani, qui nous a écrit d'ailleurs récemment pour nous féliciter pour la victoire. Donc voilà, s'il écoute ça, je le salue, évidemment. On l'a dit, on est tout près du Zénith. Et donc, quand on est près du Zénith, on n'est pas loin non plus de Geoffroy Guichard. Ouais. Un concert dans le Chaudron, ça représente quoi pour vous? Théo, peut-être tu vas me répondre. Ça serait quoi? Un fantasme, un rêve, un objectif? Beaucoup de réverbération déjà. Il faut déjà penser à l'acoustique du lieu. Ouais, ça serait formidable. Pour l'instant, c'est un objectif qui est beaucoup trop lointain pour que je puisse me le représenter. Il faut y aller étape par étape. Chaque match, on est concentré sur les 3 points. Là, on a plutôt envie de monter un festival à côté de chez nous, là, à Terre-Noire, au château de la Perrotière. Et ensuite, à terme, oui, si on se retrouve à être un groupe qui devient vraiment... Bon, il y a qui a fait ça? Il y a The Police, il y a Springsteen qui a fait...
Bon, on va continuer à travailler alors. Mais oui, ça peut être formidable, mais pour l'instant, je sais pas. J'aime bien rêver à des choses à porter. Et Geoffroy Guichard, pour l'instant, j'arrive pas à me le représenter. Je sais même pas quel type d'émotion ça génère de jouer devant 45 000 personnes dans un lieu qui est pas pensé pour la musique. Est-ce que c'est finalement bien? Est-ce qu'il faut pas plutôt utiliser des vraies infrastructures en fait dédiées à la musique? Je sais pas. En tout cas, si un jour on nous propose de le faire, bien sûr que je dis oui. Mais voilà, pour l'instant, c'est lointain. À défaut de chanter dans le stade, il y a une étape intermédiaire, c'est au moins la chanson. Mickey 3D, il y a déjà un petit moment maintenant, a fait la chanson sur Johnny Rep qui a beaucoup marché, mais qui n'a pas remplacé celle de Monty. Est-ce que c'est quelque chose qui vous brancherait ou à laquelle vous avez déjà réfléchi justement soit de moderniser cette chanson, soit d'en écrire une nouvelle? C'est intéressant de parler de la moderniser. Enfin, c'est intéressant. Je pense qu'elle est irremplaçable cette chanson parce qu'elle a à l'intérieur d'elle l'âme d'une époque presque, qui je pense aussi dont Saint-Étienne est très nostalgique. Je sais pas quelle année c'est, si c'est pendant l'épopée verte, il y avait déjà cette chanson, si elle existait. 77, quelque chose Ouais, comme c'est ça. cette époque-là, oui. Donc donc elle est là depuis le 74. début, elle fait partie de l'histoire en fait du club. Mais écrire une chanson, trouver un bon angle pour le faire bien, sans que ce soit non plus. Il faut le faire intelligemment, je pense. Faut pas que ce soit racoleur, le faire pour le faire parce qu'on est des gamins du pays et je sais pas. Il faut aussi respecter, comment dire, ce qui est déjà en place et trouver une manière de dire quelque chose d'autre peut-être aussi. Mais c'est à creuser, c'est sûr que il y a, je pense quand on compose de la musique et des chansons, l'idée qu'une chanson puisse être chantée largement dans un stade par un peuple et surtout qu'on dirige pas mal de nos chansons en direction de notre ville, ça aurait du sens pour nous. Mais il faudrait le faire à notre manière. Voilà. Je vous propose de finir par un petit peu d'ouverture en parlant de la ville au sens large. Entre vos deux concerts au Zénith, est-ce que vous avez eu un petit peu de temps pour profiter de Saint-Étienne, des endroits que vous aimez ici? Là, ces 3 derniers jours, malheureusement non. Enfin, assez peu. On a fait de la musique avec les enfants au fil. Là, on a pu travailler un peu. Ensuite, oui. S'il avait fait on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu aller à la Jasserie, on aurait pu aller au Bessa, on aurait pu aller à Rochetaillé. Malheureusement, non. On est resté vraiment très très proche du Zénith là ces 3 derniers jours. On a accueilli nos grands-parents aussi, on a passé un peu de temps avec la famille hier parce qu'on avait un jour tranquille et moi ce matin je suis allé marcher autour du château de la Perrotière justement et c'est là où je me suis redit qu'il fallait absolument qu'on organise un concert comme on avait fait les 90 ans de l'Amicale laïque de Terre-Noire l'été dernier. On s'est dit que là il fallait faire vraiment un bel événement avec plein d'artistes de la ville. Pourquoi pas Bernard Lavilliers si on pouvait l'inviter sur ce festival-là. Et puis voilà, après je suis monté sur la route de la Chabure avec ma mère, pour ceux qui connaissent les techniciens du vélo et de la course à pied. C'est un besoin de revenir régulièrement faire le plein de Saint-Étienne? Oui, tout à fait. C'est revenir reconnecter à l'enfance, revoir notre mère, revoir des amis qu'on voit assez peu. Et puis c'est se replonger dans l'état. Enfin, voilà, c'est à partir à Paris, c'est pas le même état d'esprit, vraiment. Retrouver à Saint-Étienne, retrouver des valeurs de simplicité, de douceur, de facilitation de discussion envers les gens qu'on connaît peu, qu'on connaît pas. Ça, c'est formidable. Ça, c'est une des valeurs que la ville ne perd pas et ça fait du bien. On se sent pas spécialement chez nous à Paris. C'est ce que j'allais vous demander, puisque vous avez parlé quand même de grands espaces comme les endroits où vous avez été ces derniers jours. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous êtes arrivé à vivre avec? On vit avec, mais pas suffisamment pour s'imaginer qu'on pourra passer notre vie à Paris. Impossible. Il va falloir retrouver cette nature. Nous, on est des gamins du Pilat. On est nés en bas des collines. Donc notre normalité de jeu, d'espace, de rapport au monde, c'est celui des espaces infinis, des forêts, des collines, des prés. Aller faire des cabanes pendant des heures très très loin de chez nous, revenir la nuit tombée. Ça a été notre enfance et je pense que quand on fondera une famille, on aura envie aussi de pouvoir offrir ça à nos gosses, quoi. Si on en fonde. C'est compatible avec votre métier? Si on s'organise bien, oui. Si on a suffisamment donné en fait et qu'on peut déjà se rendre compte que la machine en fait travaille d'elle-même, c'est cool. Elle travaille jamais tout à fait d'elle-même, mais si elle a quand même quelques pignons qui lui permettent de tourner, ça va. Pour l'instant, il faut encore un peu de temps pour tout à fait s'émanciper de la ville, ou alors il faut faire des petites navettes, mais on peut.
avec quelques contraintes, mais on peut tout de même. Tout le monde sait maintenant que le nom de votre groupe vient du quartier de Terre-Noire, qui était une ancienne ville indépendante à la base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment et à quel moment vous avez choisi d'en faire le nom de votre groupe, justement. Ça a toujours été dans les tuyaux, toujours dans l'imaginaire. Moi, j'ai écrit il y a très longtemps, 10 ans, une histoire que j'ai pas finie, qui s'appelait Au revoir Terre-Noire, quand j'ai quitté Saint-Étienne pour justement partir à Chambéry et puis à Paris. Chambéry, j'ai fait mes études de musique, puis Paris, j'ai commencé à faire ce métier. Et donc, c'était toujours là. Quand on faisait des faux films, on signait Terre-Noire Productions. Quand on montait des soirées à la clé de voûte vers le Tréfilerie, l'université, on avait appelé ça les Ducs de Terre-Noire, bloc party. C'était des trucs un peu zinzin. Et voilà, donc Terre-Noire, ça a toujours été un nom. Donc dès qu'on a commencé à faire de la musique, Théo et moi, on a trouvé le nom. Enfin, tout de suite, on a commencé à faire de la musique. On a dit, mais si on fait un groupe, Terre-Noire, bah oui. Boum, et c'était parti. Ce quartier, il a beaucoup changé depuis les années 90 dans lesquelles vous avez grandi ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il a changé, oui et non. Il n'a pas changé du tout dans sa transformation urbaniste ou dans sa transformation foncière ou immobilière, quoi. Rien n'a changé. Par contre, l'école maternelle a fermé. Les classes de primaire se sont scindées ou se sont fusionnées en CE1, CE2 en même temps. Les lotissements où il y avait plein de jeunes, des gens de ma génération, 90, 80, 2000 on va dire, sont tous partis et ça n'a pas grandi. Donc c'est un quartier. Aussi il y avait comment on dit, en tout cas ceux qui s'occupaient de faire des activités, plus ou moins le foyer un petit peu de Terre-Noire qui a fermé. Donc si ça devient quand même de plus en plus aride, il y a de moins en moins de choses à faire à Terre-Noire, du moins sur les hauteurs, et il y a un renouveau qui ne se fait pas pour l'instant. Mais il y a encore le centre social L'Arlequin qui travaille dur, la médiathèque de Terre-Noire, il y a l'Harmonie municipale de Terre-Noire, il y a l'Amical Laïque qui compte énormément d'adhérents. Donc il y a encore des gens qui se battent pour la vie associative. Je pense que toute la rue Louis d'Estre qui va vers le collège de Aristide Briand de Terre-Noire va être reconstruit. Donc je pense qu'il y a j'ai l'impression je crois que le centre social va être reconstruit aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi de la municipalité de mettre un peu à la page ce quartier, ouais, qui est ancien, qui est un peu oublié, qui avait mauvaise presse. Et on espère que le travail qu'on fait avec nos chansons permet juste de modifier aussi un tout petit peu le regard qu'on porte sur ce quartier qu'on aime, quoi. Et plus largement, concernant la ville en elle-même, quand ailleurs en France, vous dites que vous venez de Saint-Étienne, qu'est-ce que les gens répondent en premier ? Avant, les gens disaient Saint-Étienne, il y a quoi à faire là-bas, c'est quoi, et machin. Et maintenant, les gens commencent à nous parler de musique. Et ça, les gens nous parlaient de foot et nous disaient c'est la ville noire du foot, des ouvriers du football. Et là, maintenant, ils disent mais il y a aussi des artistes qui viennent de Saint-Étienne. Et ça, on trouve ça cool. On pense que ça peut être aussi une des nouvelles histoires de la ville. Ouais, je voulais un peu finir là-dessus. Est-ce qu'il y a une vraie scène musicale stéphanoise ? Bien sûr, on pense à Fiskara, Zedune Pavarotti, La Belle Vie, Fellower, Klaus Tinto, tout plein d'autres artistes, donc j'arriverai plus à retrouver le nom. Et surtout, là, on a fait de la musique avec des jeunes qui avaient de, 11 à 25 ans avant-hier au fil. Et je peux vous dire que la nouvelle garde, elle arrive très très vite. Ils sont très 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 talentueux et faut vraiment déjà remercier le fil de faire créer ces initiatives-là, parce que en fait, il y a des gosses qui ont 12-13 ans et qui font déjà de la musique de manière quasi semi-professionnelle, tellement ils sont talentueux, quoi. C'est incroyable. Et c'est beau de voir cette émulation musicale déjà continuer, déjà porter des petits fruits. Et puis accompagné par les structures de la ville, accompagné par les structures, donc notamment le fil ou le conservatoire. Mais voilà, là on a senti qu'il y avait on sent depuis quelques années de toute façon qu'il y a une émulation, quelque chose qui se passe. Les gens commencent à travailler ensemble et il y a une forme on est décomplexé. Voilà. Si on peut arriver à atteindre des niveaux professionnels en musique, de faire rayonner la ville grâce à la musique. Donc je pense que ça aussi, ça permet aux plus jeunes de se dire pourquoi pas moi. Voilà, si nous on arrive à créer juste une aspiration avec notre projet pendant le temps que ça durera, on aura déjà fait notre taf, quoi. Juste avant l'enregistrement, on parlait d'articles de presse qui mettaient en lumière ces groupes émergents originaires ou encore basés à Saint-Étienne. Oui. Est-ce qu'entre vous, il y a un petit lien ? Vous arrivez à vous croiser, à vous soutenir, à bosser ensemble ? On a travaillé de Fellower, par exemple, qui était en musicologie à Saint-Étienne avec Théo. Il a coproduit beaucoup de chansons avec nous. Fiskara, on a sorti une chanson il y a 2 jours d'une amie qui s'appelle Enchantée Julia, qui est une artiste du Sud,
qui vit à Paris maintenant. Lui, il a écrit le texte. Nous, on a fait la production. On passe du temps ensemble. Zoé, c'est une photographe qui travaille avec tous ces artistes-là. Il y a énormément de liens. Zedune et Fiskara sont ensemble. Simon Gaspard, qui est producteur de La Belle Vie, il a produit beaucoup de titres pour Fiskara. Enfin, il y a une émulation dingue qui est réelle avec des gens qui on passe du temps ensemble, on se connaît. Et ça, c'est assez rare. Cette idée de collectif et d'unité, c'est assez stéphanois et on est très fiers de ça. Est-ce qu'on peut imaginer un projet physique, que ce soit un label ou carrément, pourquoi pas, une maison d'artistes stéphanois pour en produire peut-être d'autres? C'est quelque chose qui vous plairait? Nous, on a un label qui s'appelle Black Paradiso et ça fait partie des choses qu'on a très envie de monter, à l'image du festival qu'on aimerait monter, mais créer des gestes collectifs, je pense que ça va être le prochain truc. Un disque avec une chanson par projet, mais en geste d'unité. Comme des artistes de Los Angeles ont pu le faire à un moment donné d'un label qui s'appelle Hot Future, avec Tyler, the Creator, Frank Océan, plein d'autres, bref. Et ça, je pense que Saint-Etienne, elle a les armes et l'état d'esprit pour mener ça à bien. Marseille fait ça aussi. C'est une ville qui, d'un certain abord, ressemble à Saint-Etienne. Alors, c'est pas du tout les mêmes villes, mais en tout cas, il y a une sociologie qui fait qu'il y a une fierté. Et donc, se revendiquer de chez soi, c'est très important. Toutes les villes n'ont pas ça. Nous, on le voit, on tourne beaucoup, et il y a très peu de gens qui comprennent cet engouement. Marseille, on a tendance vraiment d'extérieur à l'associer notamment au rap. Est-ce qu'à Saint-Etienne, il y a un genre musical dominant? Il y a évidemment du rap à Saint-Etienne, mais il y a quelque chose d'autre. Je crois que ce qui vraiment relie les artistes entre eux, il y a un amour du texte. De Lavilliers jusqu'à Fiskara, en passant par les petits qu'on a vus au fil il y a 2 jours. Il y a un amour de l'écriture et de la production, de l'artisanat de la production, du son électronique, du son des machines. Ce qui est logique, on est dans une ville de machines, d'industrie, d'artisans. Et donc pour moi, il y a un truc, il y a beaucoup de gens, ça produit très bien à Saint-Etienne. Les gens sont de bons producteurs. Il y a une recherche sonore qui est je trouve, bric-argent aussi. Pas étonnant. C'est des gens, ils sont habitués à travailler. Et si tu veux bien faire sonner quelque chose, il n'y a que le travail. Ouais, il y a un truc comme ça qui est lié avec nos ancêtres maîtres ouvriers, quoi. Puisque vous étiez les invités de ce podcast, je voudrais qu'on finisse par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets que vous avez à plus ou moins court terme? On est en tournée, donc dans toute la France. Si les gens veulent regarder nos réseaux ou nous écrire, on peut leur dire, on essaie de passer un peu partout. On a la Cigale à Paris le 10 mai qui va être une date importante. Il y a plein de Stéphanois, il y a des cartes Stéphanois qui vont monter. Donc ça va être drôle. Une tournée qui va se terminer dans longtemps. On va tourner jusqu'à 2023, donc on a pas mal de dates qui arrivent. Les festivals cet été, le Forestival dans le coin, le Festival des Brumes à Sainte-Sigolène. On va aussi jouer à Saint-Chamond, mais en 2023, ça va être une belle date. On sera à Roanne aussi, je crois. On sera à Roanne pour la fête de la musique, absolument. Donc on n'oublie pas d'où on vient, évidemment, et on reste et on produit des gestes le plus possible par ici. Il y a eu une réédition de l'album. Est-ce que vous avez d'autres projets d'albums, de chansons? Déjà, on va continuer à faire vivre cette réédition et voir ce qu'on peut extraire de tout ça. Et ensuite, dès qu'on finira la tournée, et même un peu avant, on commencera à faire de nouveaux répertoires. Bon, mais écoutez, on suivra ça de très près. En tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps à quelques heures. Avec plaisir. Merci à toi de nous avoir accueillis. Un vrai plaisir de parler de foot avec vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci au groupe Terre Noire pour cette disponibilité et à la galerie Cesson et Bénétière d'avoir accueilli notre conversation. Merci aussi à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Enfin, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessous-de-verre@gmail.com. Ciao!